Le réseau social laïque est une émanation de la France insoumise à la suite des manifestations anti-laïques de novembre 2019. C'est-à-dire qu'on s'est barré de la France insoumise avec plusieurs groupes d'abus. C'est pour ça que le texte que je vais vous proposer s'appelle Laïcité, Nation et Démocratie. Alors j'ai eu besoin de l'écrire parce qu'il faut faire 10 minutes. Donc on va faire 10 minutes. La loi de 1905 séparant les églises de l'État n'est pas qu'une loi extrayant les affaires religieuses de l'État. C'est une loi qui vise à déconfessionnaliser la nation, à l'extraire de l'idéologie religieuse issue du cléricalisme. Or, l'une de ses caractéristiques est la charité. Cette notion mérite d'être réactualisée dans ce moment historique de confusion politique. Il existe une dimension particulière à déconfessionnaliser la charité. En effet, une des caractéristiques de l'oppression religieuse est aussi de faire le bien. L'humanitaire a toujours accompagné les guerres et la pauvreté. Ainsi, nos hospices et la charité publique ont accompagné les horreurs de la première industrialisation en France. C'est bien parce que la souffrance est partout que peut se déployer la charité. La déconfessionnalisation de l'école entraîne alors la question de la déconfessionnalisation de la sécurité, de l'assistance publique. Ne vous inquiétez pas, il va y avoir un lien. C'est ce que réaliseront les militants du Conseil national de la résistance. En effet, personne ne perçoit l'importance de la sécurité sociale de ce point de vue. Que l'on soit juif, musulman, bouddhiste, peu importe, l'important c'est l'humain et son effort dans la production de biens. Ce qui est compté dans la sécurité sociale, c'est le travailleur et pas sa religion. Outre qu'elle produit l'universel, puisque la couleur de la peau ou la sexualité importe peu, elle extrait de sa dimension oppressive. En effet, il n'est pas plus grande humiliation que de tendre la main pour obtenir la charité. Ce que fait la sécurité sociale avec sa création n'est pas simplement sociale, elle est citoyenne. Cantonné à la protection sociale, l'enjeu de sa survie n'est tout simplement pas réaliste. En effet, la sécurité sociale intègre pleinement le contrat républicain en réalisant la fraternité. Peu de gens s'intéressent à ce mot affiché sur nos frontons. Pourtant, avec la sécurité sociale, nous la réalisons quotidiennement. Certes, nous sommes toujours insatisfaits des problèmes administratifs, mais c'est tout de même mieux que de ne pas pouvoir se payer un médecin. Cette fraternité n'est pas abstraite et elle échappe à la vision individualiste. Elle renvoie aux garanties collectives, contrats politiques concrets et quotidiens qui s'ajoutent au droit de vote. Ce mot fraternité qui fait ricaner de nombreux anti-républicains est réalisé avec la force du travail. L'effacer est donc essentiel pour les ennemis de la République et donc de la démocratie. Peut-on faire le lien entre la loi de 1905 et la sécurité sociale? Assurément. Ses fondateurs insistaient sur cette déconfessionnalisation initiée dans les écoles en modifiant le rapport social, c'est-à-dire la mise en place d'un droit politique au lieu d'une décision personnelle. La charité dépend du croyant. Elle donne la matrice de l'égalité. En substituant un contrat politique à une norme religieuse, elle réaffirme la République. En instituant la fraternité, elle l'extrait de ses considérations subjectives. Elle devient alors de fait un bien public. Bien public comme l'est notre démocratie, que matérialise aussi le droit de vote. Mais le droit de vote garantit-il la démocratie? Inutile de revenir aux démocraties populaires dites communistes. Il suffit d'observer notre grande nation au regard de notre Constitution, héritée des déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1793 et 1946. La souveraineté du peuple s'exerce au travers de 3 types d'élections. La première est celui des élections où les partis sont en compétition, législatives, municipales, etc. La seconde est de type plébiscitaire, avec l'élection présidentielle. La troisième renvoie au référendum, qui est une question qui intéresse directement le peuple. Aussi, la souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Si nous l'examinons au travers de nos principes fondateurs, la souveraineté nationale appartient au peuple qui délègue ou non son pouvoir. En effet, il s'agit du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Une hiérarchie existe donc entre ces types d'élections. Le référendum est en premier, les élections représentatives, présidentielles et autres en second. Cette hiérarchie se confirme dans le texte. Aucune section du peuple
ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Aussi, une différence fondamentale existe entre le référendum et une élection représentative. La première transcende les partis et l'élection présidentielle. Elle est l'expression directe de la souveraineté par le peuple. Alors que les seconds constituent une délégation, la souveraineté pour le peuple. Les seconds ne sont qu'une partie du peuple, une section du peuple, qui ne peut donc s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Aussi, à l'intérieur des partis de gouvernement, il existe des courants. Par exemple, tous les adhérents ne sont pas pour le fédéralisme, c'est-à-dire la construction d'un appareil politique à partir du marché unique européen. Or, ces gens sont aussi dans des partis de gouvernement. Ils ne sont ni de droite, ni de gauche au regard du référendum. Cette transcendance rétablit l'individu en tant que citoyen doté de droits politiques. Il dépasse les communautés partidaires. Le bien public n'est donc pas commun. Or, le résultat du référendum sur le TCE en 2005 reste clair. La majorité du peuple, 53%, était contre. Néanmoins, 47% étaient pour. C'est la minorité fédérale. Au regard de notre démocratie où la majorité décide, que penser de la décision du traité de Lisbonne prise en 2008, qui renie la décision du peuple prise en 2005 ? Un coup d'État moral et politique qu'ont fomenté les partis de la minorité fédérale sous l'égide du délinquant Sarkozy. En effet, les partis de la minorité fédérale sont des sections de partis, eux-mêmes des sections du peuple, qui lors du congrès de 2008 ont trahi sa volonté qui s'était exprimée directement. Ces sections du peuple sont des communautés politiques différenciées mais d'accord sur l'essentiel, le fédéralisme. Cet accord fondamental les a poussés à trahir l'essence même de ce qui constitue le peuple et sa légitimité, la souveraineté et son droit souverain à choisir son destin collectif. Or, ce qui fonde notre démocratie, c'est le fait qu'il délègue, et non que des partis se substituent à son expression. Les partis de la minorité fédérale se sont donc substitués au peuple, ce qui fait qu'ils représentent aujourd'hui une menace majeure pour notre démocratie. En effet, il n'existe que le peuple et pas une communauté. Une communauté n'est pas souveraine, le peuple l'est. C'est parce qu'il est bercé de fiction qu'il ne comprend pas que l'étatisation de la sécurité sociale va de pair avec la fin du contrat politique. C'est parce qu'il est bercé de fiction qu'il n'a pas conscience que nous ne sommes plus en démocratie depuis 2008. C'est parce que le peuple oublie son rôle historique qu'il ne le remplit plus, défendre la démocratie vis-à-vis d'un traité européen que les partis fédéraux ont imposé de force. Force ou démocratie, voilà l'enjeu du droit international jusqu'en France. Voilà pourquoi la mise en place d'un référendum dit de souveraineté sur la supériorité du droit européen sur le droit national est une nécessité.